Bonsoir à tous. Alors, on prie de nous excuser pour ce petit quart d'heure lyonnais, mais les embouteillages. Installez-vous, ça. Voilà, donc, ça n'en a pas forcément l'air, mais cette soirée est co-organisée par la librairie La Voix au Chapitre, dont Sylvain, le libraire, est ici, et le Collège supérieur. Ces deux institutions se trouvent dans le 7e arrondissement de Lyon. Alors pourquoi sommes-nous là, dans le 5e arrondissement de Lyon, dans le théâtre du lycée Sainte-Marie? Eh bien, grâce à vous, Sorge Chalondon. C'est-à-dire que, grâce à vous, la librairie de Sylvain était trop petite, la jauge du collège supérieur était trop petite. Donc, pour que tous ceux qui voulaient venir vous rencontrer à Lyon puissent le faire ce soir, nous sommes réunis ici, dans le théâtre de Sainte-Marie. Vraiment, c'est un peu Donc c'est Sylvain, le libraire de La Voix au Chapitre. C'est toi, Sylvain, qui va animer cette soirée. Et puis ensuite, je ferai circuler le micro dans la salle si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci, Sylvain, pour c'est super. Alors, effectivement, je retourne les remerciements au Collège supérieur d'avoir co-organisé avec nous cette soirée avec un auteur qui me tient particulièrement à cœur. Donc oui, simplement parce que ça permet, grâce à tous ces déménagements de lieux, de nous retrouver très nombreux, et je vous remercie d'être aussi nombreux là ce soir, dans un endroit qui peut vous accueillir tous. Voilà, dans un endroit qui peut vous accueillir tous et dans des bonnes conditions. Voilà, et puis effectivement, je remercie aussi Sorge qui, pour la troisième fois, se prête au jeu de la rencontre. Pour moi, en tant que libraire, je trouve qu'il n'est pas tout seul, mais ils ne sont pas très nombreux, ces auteurs où tout d'un coup, au fil des années, on a l'impression qu'un compagnonnage s'est créé parce que les livres sont publiés, les livres paraissent, ce sont des promesses à chaque fois, ce sont des découvertes. Et finalement, on en est au 11e roman, L'Enragé, sorti cette année. Et voilà, et donc on suit les aventures de plein de héros, que ce soit Georges et Samuel pour Le 4e mur, que ce soit Michel Flamand pour Le jour d'avant, que ce soit Tyrone pour Retour à Quilibex, que ce soit Jeanne pour Une joie féroce, et aujourd'hui, il s'agit de Jules Bonneau. Mais Jules Bonneau, ça ne s'écrit pas pareil. Merci Georges, merci Sorge d'être avec nous. C'est très joli. J'aime bien les actes manqués, ça met à l'aise tout de suite. Et c'est Jules Bonneau, on va commencer par lui parce que c'est le héros de ce nouveau roman. C'est un enfant qu'on cueille à 13 ans à peu près, qui par des embûches de la vie va se retrouver dans un centre pénitentiaire à Belle-Île-en-Mer. Mais c'est aussi un gamin qui peut-être a des ressemblances avec le gamin que tu as été. C'est une question? Bonsoir et merci, vraiment. D'abord, pour que tout le monde soit à l'aise, je suis de Lyon, donc voilà. C'est la première fois que je viens ici. En fait, moi, mon enfance, je l'ai passé à Saint-Irénée, je ne sais pas si vous connaissez. Saint-Irénée, au-dessus de Saint-Just, voilà. Mes grands-parents étaient rue des Maccabées, et moi j'étais à Saint-Irénée. Et en fait, ce livre-là, j'espère en tout cas, c'est la dernière revanche d'un enfant battu, ce livre-là. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont hocher la tête, mais les parents me menaçaient, comme d'autres, de la maison de correction à la maison de redressement. Personne ne hoche la tête, vous avez de la chance. Parce que nous, c'était à peu près systématique, maison de correction, maison de redressement. Et mon père m'a menacé de ça jusqu'à ce que je m'en aille de chez moi, donc vers 16 ans et demi. Et non seulement il me menaçait de ça, mais il m'emmenait la nuit, il l'a fait plusieurs fois, en voiture. Il demandait à ma mère de faire la petite valise. Et il m'emmenait la nuit, donc on partait dans les environs de Lyon. Il me faisait croire qu'il allait me laisser à la maison de correction, à la maison de redressement.
Et pour un enfant de 10-12 ans, voir mon père me laissait devant un mur, devant une porte sans loquet, sans rien, comme ça, une porte au hasard. Il disait, tu frappes à la porte et tu dis, Chalandon, je viens pour la maison de redressement. J'ai 12 ans, je ne me rends pas compte que c'est une situation absurde. Aucun enfant n'est laissé en pleine rue devant une porte et il faut qu'il tape, ça n'existe pas. Sauf que moi, je suis tout petit. Le seul adulte qui a là, c'est mon père, et je le crois, mon père. Et puis je vois les feux rouges de la voiture qui partent dans la nuit, comme ça. Puis une dizaine de minutes, c'est très long, 10 minutes, quand on a 200. Puis ensuite, les phares jaunes qui reviennent, et dit, bon, ben, je te laisse une dernière chance. Et on retourne à la maison. J'ai vécu ça comme une menace constante, soudaine, brutale. Et la menace qui était mise en scène, la pire, il m'avait expliqué qu'il y avait une maison de correction comme ça qui était la pire de toutes, c'est qu'elle était au milieu de l'océan, au milieu de la mer. Et si j'étais vraiment très méchant, si je me comportais mal, ça veut dire quoi méchant? Lorsqu'on a 12 ans, ça veut dire soutenir son regard, ça veut dire parler à table, ou avoir une mauvaise note en français ou en histoire. Et là, il me mettrait dans cette maison-là, qui est au bord, dans cette maison de correction-là, qui est au bord de la mer. Et c'est qu'en 77, quand le centre d'éducation surveillée de Belle-Île a fermé ses portes, 1977, que j'ai compris que c'est là où ils voulaient m'envoyer en fait. Ça s'appelait une colonie pénitentiaire jusqu'à après-guerre, et ils voulaient m'envoyer dans un lieu où étaient renvoyés des enfants comme moi, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des criminels, ce n'étaient pas des délinquants, c'était des petits gamins qui tenaient un peu tête, ou qui avaient une mauvaise note, ou qui ne marchaient pas très droit. Et quand le centre a fermé, j'ai compris que quand mon père me menaçait de ça, il aurait pu le faire. C'est-à-dire que c'était pas juste en l'air. Mon père est mort en hôpital psychiatrique parce qu'il était un homme étrange qui avait des dizaines de métiers différents qui me font rire maintenant, mais pas à l'époque. Il était chef des services secrets français, il était membre de l'OAS, l'Organisation d'armée secrète pro-Algérie française, et tout ça était faux évidemment, mais moi je ne sais pas que c'est faux. Il a créé les compagnons de la chanson, mais Piaf était amoureuse de lui, donc il était obligé de partir pour cesser de leur faire de l'ombre. Il était pasteur presbytérien, il était professeur de judo, mais avec des judokas japonais qui venaient exprès pour le voir, tellement il était immense. Et moi je le crois, c'est mon papa. J'ai la bouche ouverte, j'ai 10 ans, 11 ans, 12 ans, et je le crois. Et je le crois aussi quand il me menace de me mettre dans un centre d'éducation surveillée, ou en tout cas dans un centre pénitentiaire. Et en 77, j'apprends que ce centre a existé, d'abord, pour moi c'est extrêmement important, au milieu de la mer, à Belle-Île. J'apprends qu'il vient de fermer, et je sens qu'il faut que je fasse quelque chose, un jour, pour les enfants qui étaient là, les enfants qui ont été mis, les premiers qui ont été mis dans ce centre, c'était en 1880. Et en 77, c'était les mêmes cellules. C'était les mêmes, alors c'est pas les mêmes conditions de vie évidemment, mais sur les mêmes cellules, c'est le même mur, c'est le même réfectoire, toujours aujourd'hui encore, on peut voir les bouts de verre sur le mur pour les empêcher de s'évader. Et brusquement, je prends conscience que la menace de mon père était une menace vraie, réelle, possible. Et je ne sais pas encore comment, parce que c'était en 77, mais je sais qu'un jour, je vais rendre hommage à ces gamins, parce que j'aurais pu être l'un d'eux. Je ne sais pas comment je vais faire ça, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais un jour, je vais rendre hommage à ces gamins. J'ai 71 ans aujourd'hui, je suis passé de 77 à aujourd'hui, en me demandant comment faire, et j'ai trouvé un moyen de le faire. Bien, et pour le coup, la cartographie justement de ce centre pénitentiaire à Belle-Île-en-Mer, ça veut dire pour toi, auteur de l'Enragé, une enquête, enfin quelque chose, en plus, ton travail de journaliste a certainement été une vraie méthodologie par rapport à ça, pour essayer de voir comment c'était organisé, comment ça avait existé, les lieux, l'île, enfin, les habitants de l'île, etc. Comment ça s'est passé? Tu es allé là-bas, il y avait des archives à consulter, Alors, j'ai un problème par rapport à d'autres auteurs, d'autres romanciers, c'est que je suis aussi journaliste. Donc moi, par exemple, je pense qu'un romancier, vous savez, cette phrase à laquelle je ne crois pas du tout, le romancier a tous les droits. Moi, je ne pense pas qu'il a tous les droits. Il y a des romanciers qui pourraient faire un roman qui se passe à Lyon et qui inventeraient leur propre lieu, avec des rues qui n'existent pas, des boutiques qui n'existent pas, avec une histoire qui n'existe pas. Je ne peux pas faire ça. Moi, il faut impérativement que je sois à Lyon, que je connaisse Lyon, que je fréquente Lyon, que je boive des coups,
tant que je n'ai pas fait tout ça, tant que je ne maîtrise pas tout ça, je ne peux pas faire entrer un personnage de fiction dans ce lieu-là. C'est exactement la même chose pour Belle-Île. Moi, tout ce que je sais de Belle-Île, c'est que c'est un lieu où mon père aurait pu me mettre, mais je ne sais rien de Belle-Île. Donc après, il faut effectivement que je me penche. J'ai attendu longtemps, puisque nous sommes aujourd'hui en 2023, j'ai attendu que mon père meure, en fait. J'ai attendu que ma mère meure, j'ai attendu d'avoir devant moi une plage libre, parce que j'ai fait 11 romans, c'est mon 11e, et je savais que c'était le moment maintenant. Et j'ai attendu et j'ai commencé à m'intéresser. Qu'est-ce que c'était que ce centre pénitentiaire? Et la première chose qui m'a beaucoup embêté, c'est que toutes les archives de ce centre-là ont brûlé. En 1959, toutes les archives brûlent. Donc, il y a d'autres centres en France, notamment Maitret, où Jean Genet, le poète et l'écrivain, était emprisonné, embrigadé. Et tous ces centres-là sont documentés. Il y a le nom des enfants, il y a leur âge, il y a ce qu'ils avaient fait, etc. Là, il n'y a rien. Donc, ça commence très mal pour moi. Tout ce que j'ai, c'est quelques érudits locaux, quelques historiens locaux, qui ont fait quelques livres. Mais j'ai surtout une merveille, c'est la presse locale, la presse du jour. Et la presse locale, je décide de travailler sur la presse locale, donc d'apprendre par les historiens ce que c'était que ces centres d'abord, et par la presse locale ce qui a pu se passer dans ces centres-là, qui fait que je m'en empare, et pour faire, je ne suis pas historien sur cette histoire-là, je ne suis pas non plus journaliste, je vais être romancier. Je veux dire à mon père, tu voulais que j'y aille, eh bien écoute, je vais y aller, je ne sais pas encore à quelle époque, je ne sais pas encore pourquoi, je ne sais pas encore ce que je vais y faire, mais tu voulais me mettre dans ce centre-là, je vais y aller, papa. Et c'est une chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, aller là où mon père voulait me mettre, pour m'en défaire, et pour, si possible, m'en évader. Et d'abord, ce qui m'intéresse, c'est quoi ces centres-là? Et ce que j'apprends, c'est une chose qui est assez bouleversante, c'est que dans ces centres-là, on émettait des enfants de 12 ans à 21 ans qui étaient la majorité légale. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des petits délinquants, ou même rien du tout, des orphelins. Il y a beaucoup d'orphelins. Les parents ne sont plus là, et évidemment, les grands-parents non plus, les cousins, les voisins, les marraines et les parrains n'en veulent pas. Et donc on se retrouve avec des orphelins qui sont dans la rue, et dont la rue ne veut pas non plus. Et ces orphelins, qu'est-ce qu'on va faire? On les cache. Et comme il y a les familles d'accueil, il y a parfois des problèmes. Donc il y a ces centres-là, qui s'appellent des colonies pénitentiaires en fait. Qu'est-ce qu'on fait ces enfants? Aucun mal, ils sont juste orphelins, mais on les met dans des colonies pénitentiaires. Il n'y a pas de justice là, il n'y a pas une justice, il n'y a pas un juge d'instruction, il n'y a pas un procès, il n'y a rien. On les met juste hors de la vue, hors de la rue. Il y a les petits vagabonds, parce que le vagabondage est un délit, hors de la vue, hors de la rue, pareil. Et puis il y a des petits brigands en devenir, c'est rien du tout. Il y en a un, et je sais où je suis, donc c'est très gourmand pour moi de vous en parler. Il y a un gamin, par exemple, qui était à Quimperlé, c'était une fête mariale, un 15 août. Et un 15 août, ce gamin-là, donc pour moi, c'est l'un des prototypes des gamins qui sont dans ces centres-là. Un 15 août, à Quimperlé, un petit breton est contre le mur avec petite cigarette, petit sabot, petite casquette, et passe les enfants de chœur, passe la Vierge Marie en plaque, passe la croix, et passe une procession encadrée par 2 gendarmes. Et le gamin garde sa casquette sur la tête, et puis crache sa petite cigarette, non pas sur la procession, mais sur le trottoir. Les gendarmes voient ça, donc son problème, il n'a pas enlevé sa casquette, c'est un vrai problème. Donc ils le prennent, ils l'emmènent chez les parents en disant « Votre fils n'a pas enlevé sa casquette, et pire que ça, quand la procession est passée, il a craché par terre. » Les parents n'en veulent plus. Les parents disent « Nous ne voulons pas de quelqu'un qui crache quand la Vierge passe, donc faites-en ce que vous voulez. » Et ce gamin-là, 14 ans et demi, il est mis dans le centre pénitentiaire de Belle-Île jusqu'à 21 ans. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Juste parce qu'il a gardé sa casquette. Alors, on peut dire, oui, c'est vrai qu'on se décoiffe devant la Vierge ou devant la croix, mais 14 ans et demi, 21 ans, enfermé là-dedans, pour ça, c'était le genre d'enfant qui était dans ce centre-là. Moi, c'est la première chose qu'il fallait que je sache, c'est que font ces enfants, qu'ont-ils fait? Et en fait, ce sont des comme si c'était des petits voyous en devenir. Avant qu'ils fassent le mal, on va essayer de les redresser. Belle-Île, il y avait 2 centres. Centre pénitentiaire maritime et centre pénitentiaire agricole.
d'un côté comme de l'autre, on leur dit, c'était sur le papier, qu'on allait leur apprendre, certains, le travail de l'agriculture, de la terre, et les autres, le travail de la mer. En fait, ces gamins-là travaillent jour et nuit, pour rien, c'est-à-dire qu'ils travaillent, on ne les paye pas, c'est l'administration pénitentiaire et c'est la colonie pénitentiaire qui est payée. Par exemple, des enfants qui sont à la colonie maritime passent leur temps à transporter des brouettes de sable, des brouettes de gravier, de coquillages, etc. Ils font quoi? Ils font les routes du Morbihan. C'est grâce à ces enfants qui, jour et nuit, transportent, ils font les routes du Morbihan, et la municipalité, les municipalités, le département, la région payent la colonie pénitentiaire. Et tous ces enfants-là, ça s'appelle comment? Des gens qui travaillent, le travail obligatoire, non rémunéré, forcé, ce sont des petits bagnards en minuscules. Déjà, j'apprends ça, et ça me bouleverse, parce que je ne suis pas sûr que l'on sache ça, que l'on connaisse ça, que l'on se souvienne qu'il y a des lieux comme ça de privation de liberté pour enfants. Ce qui me bouleverse aussi, c'est quand j'apprends que les enfants de 12 ans, les orphelins, les plus fragiles, pas de papa, pas de maman, dans les rues, ils sont pris, et pour avoir la paix sociale à l'intérieur du centre, c'était accepté par les gardiens, accepté par la direction de la colonie pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là, de 12 ans, les petits orphelins? On les met en ménage avec les caïds. C'est-à-dire qu'on les met dans les cellules des caïds, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, qui peuvent le louer, qui peuvent le prêter à d'autres caïds. Et ça, cette chose-là, c'est quand même... Ce sont les années 20, ce sont les années 30. C'est vieux, évidemment, mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une déshumanisation absolue, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de redresser des enfants, on est en train d'en faire des enfants qui vont baisser la tête pour en faire des adultes qui vont baisser la tête jusqu'à leur mort. Une autre chose qui me bouleverse, c'est que je vois que les enfants qui travaillent dans le centre pénitentiaire maritime, il y a des petits charpentiers. Et beaucoup de ces petits charpentiers, leur travail principal consiste à faire des cercueils pour les copains. Ils sont morts en mer, parce qu'ils ont essayé de fuir, ils sont morts de faim, de maladie, ils sont morts sous les coups. Mais il n'y a pas de quoi faire un roman encore. C'est-à-dire, voilà, j'ai tout ça, j'ai ces enfants, j'ai le mal qu'on leur fait. Il y en a qui sont battus, ils sont battus violemment, il y en a qui sont torturés, il y en a qui sont violés, mais le journaliste que je suis me dit qu'il n'a pas le droit de faire un roman. Avec ça, il faut autre chose. Alors, avant qu'on trouve quelle va être la chose, tu as effectivement bien décrit comment tu découvres qui sont les enfants et leur typologie, et on le retrouve effectivement dans cette colonie avec des personnages comme Soulard, Rosnay, oui. Loiseau, voilà, qui ont tous effectivement un rôle, soit de caïd, soit de plus trouillard, soit de plus faiblard, etc. Et il y a aussi quand même une vraie vérité qui ressort de l'encadrement de ces enfants. C'est-à-dire que là, on a aussi affaire à un certain nombre de gardiens qui ne sont pas non plus piqués des verres. Qui sont-ils, eux? Alors, je vais être l'avocat du diable. Une minute. Les gardiens se comportent extrêmement mal, c'est-à-dire qu'ils les frappent, c'est-à-dire qu'ils sont d'une violence absolue, d'une violence totale. Et en même temps, ce sont des héros. C'est-à-dire que tous, la grande majorité étaient au chemin des dames. Ce sont des anciens combattants, des poilus, qui ont été blessés, blastés, à qui on a confié, après avoir chassé les boches, comme on disait à l'époque, on leur confie la tâche de redresser des petits enfants de France qui sont pas jolis dans le décor. Et ils vont redresser ces enfants de France avec autant d'énergie qu'ils mettaient à nettoyer les tranchées ennemies. Donc ces enfants-là sont frappés, sont tapés, etc. Mais ces gardiens-là ont l'impression d'avoir encore une mission supérieure, qui est de faire de la France un lieu d'abord sain, et un lieu où ces enfants, qui auraient pu être des petits criminels, ils vont marcher droit. Et les gardiens vont tout faire pour que ces enfants marchent droit, jusqu'à les tuer, puisqu'il va y avoir des morts, effectivement, mais à aucun moment ils se posent le problème de la légitimité. La France entière, le ministère de la Justice, etc., leur donne cette légitimité-là. Ce sont des gamins qu'il faut redresser par la force, par la violence, mais en tout cas, chaque homme qui était dans le chemin des dames, qui a combattu, se sent légitime à combattre d'une autre façon pour le bonheur de la France et pour son bien-être. Donc ça, c'est une chose qui me bouleverse, parce que ils sont
beaucoup boivent beaucoup, beaucoup sont malades de l'alcool, il y a des bras en moins, il y a des jambes en moins, et ça fait une petite humanité de gardien d'une violence extrême. Et c'est au clairon de trancher. C'est-à-dire c'est au clairon de trancher que les gamins vont travailler, que les gamins vont dîner, que les gamins tous marchent au pas. C'est au clairon de trancher que se lèvent les couleurs le matin, qu'on les baisse le soir. C'est-à-dire que les gardiens ont encore l'impression d'avoir des petits prisonniers. Sauf que ce sont des petits prisonniers français dont on va essayer de faire une belle France. Et évidemment, ça va rater, puisque c'est pas exactement ce que ces enfants ont en tête, et c'est pas exactement comme ça qu'on crée des enfants droits, des enfants purs et des enfants beaux. La preuve, c'est qu'à un moment donné, tout ça va être déstabilisé. C'est là que arrive l'intrigue qui permettra de faire le roman. C'est qu'un soir, au moment du dîner, justement, la colère commence à gronder sur une flagrante injustice. Il n'y a que des injustices dans ce roman, mais une flagrante punition qui n'a tellement rien à faire là. On sent aussi, alors je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, dans ce moment-là du roman, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a tendu aussi l'intérieur de la colonie. C'est peut-être qu'il y a eu d'autres enfants qui se sont échappés et qu'on n'en a plus parlé. Bref, il y a un vrai climat hyper lourd. Et un seul geste, au moment du repas, fait tout démarrer. Alors c'est un geste qui va vous paraître totalement anodin, et il l'est, mais c'est un geste qui, pour l'administration pénitentiaire, pour les gardiens, c'est un geste de rébellion. Celui qui va faire ce geste-là, c'est un rebelle qui va falloir absolument briser. Il y a la soupe, il y a le plat principal, il y a le fromage, le dessert. Il y a un gamin, donc nous sommes le 27 août 1934, un gamin qui, au lieu de manger la soupe, comme tout le monde, comme tous les autres, à l'unisson, clairon, cuillère, soupe, il se penche et il prend le morceau de fromage. Faisant cela, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est la preuve que les garants de la loi et de l'ordre, ils ont là la preuve que ce gamin-là, il est inapte à la vie en société, puisque la vie en société commande de commencer par la soupe, il commence par le fromage, c'est un séditieux. Et donc, il va se passer quelque chose qui est juste, qui est insensé, c'est que les gardiens se ruent sur ce gamin, le frappent à terre, il y a un gardien qui lui casse les dents à coups de clé, et parce qu'il a mangé son petit fromage avant la soupe. Et il se passe quelque chose qui était... Alors, les historiens sont partagés sur ce moment-là. Les historiens pensent que la révolte couvait déjà depuis un moment, et que c'est ça qui a déclenché la révolte. C'est les presses, c'était pas un complot, mais en tout cas, quelque chose était prêt pour la révolte. D'autres pensent, comme moi, parce que moi je pense aussi que c'est juste un stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu tellement de violence, il y a eu tellement de cruauté, il y a eu tellement de mépris, que ça c'est le mépris de trop, c'est le coup de trop. Ce gamin à terre pour son fromage, tous se lèvent. Dans le réfectoire, les caïds, les tout-petits, les moyens, les demoiselles, comme les appellent les caïds pour les gamins avec qui ils sont en ménage, tous se lèvent et se ruent sur les gardiens. Les gardiens sont frappés, ils s'échappent, ils vont se réfugier à la porte avec les gendarmes qui commencent à arriver. Et moi, ce qui me frappe là, c'est que tout d'un coup, pendant plusieurs heures, ces gamins vont s'emparer du lieu, et avec les personnes songent encore à s'évader. Où est-ce qu'on irait? Avec les murs, avec l'océan, nulle part. Mais en tout cas, une sorte de fête folle. Il y a une sorte ils vont tout de suite à la chapelle, ils s'habillent avec les habits du curé, ils boivent le vin de messe, ils brûlent leurs draps, enfin, tout ce qu'ils peuvent abîmer. C'est-à-dire que tout ce qui... C'est la revanche des années et des années d'humiliation. On ne parle pas d'évasion encore. Il y a deux gamins qui ramassent des échelles qui ont été laissées là par des couvreurs de toit, qui mettent les échelles contre les murs, et là, il y a 56 enfants qui passent le mur. 56 enfants, mais 56, c'est-à-dire que 56 gamins, alors qu'ils passent le mur, mais déjà dans la ville, dans Palais, c'est à Palais, dans la ville et dans toute l'île, il y a les sirènes, il y a le tocsin, toute la foule qui se rassemble, et ils savent que c'est une question d'heure, ils savent que bientôt les gendarmes seront là, mais il y a ce moment de juste passer le mur,
C'est-à-dire de quitter le béton, de quitter le gravier, se retrouver dans l'herbe. Se retrouver dans l'herbe, face à la mer. Il y a des gamins qui se sont barbouillés d'herbe, barbouillés de terre, juste pour sentir l'odeur de la liberté. Mais j'ai pas de quoi faire un roman encore. Ça y est, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne peux pas arriver devant vous en disant qu'il y a 56 gamins qui se sont évadés. Mais oui, mais il n'y en a que 55 qui ont été retrouvés. Il y en a 55 qui ont été retrouvés, mais avant ça. Parce que ça, c'est une chose qui est bouleversante. Qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là? Les gendarmes demandent à la population de se mettre en chasse, à la chasse à l'enfant. Et ce qui est... Alors, encore avocat du diable de la population de Belle-Île. Qu'est-ce qu'elle sait de ces enfants-là? En fait, rien. Elle les voit descendre du bac, petits bagnards en minuscules, avec leurs crânes rasés, qui sont mauvais, qui crachent par terre, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils sont à la colonie pénitentiaire, il y avait une raison. On ne peut pas mettre ces gens-là simplement parce qu'ils sont orphelins. Personne ne sait ça. Tout ce qu'on voit, c'est des groupes d'enfants qui rentrent là-dedans dont on a peur. Dont on a peur, sauf lorsque laquelle petite dizaine qui est dans la fanfare de la colonie, tous les autres sont cachés aux yeux de la population tout le temps. Il est arrivé qu'un ou deux s'évadent, c'était épouvantable lorsqu'ils s'évadaient, parce que les mères et les pères ont fait attention à leurs enfants, les pêcheurs ont fait attention à leurs chaloupes, les commerçants ont fait attention à leur commerce, c'est-à-dire que quand un s'évadait, il y en a 56 qui s'évadent. Donc l'île, elle est sidérée par l'évasion, et la population se met en chasse. La population, sur consigne de la gendarmerie, elle se met en chasse. Il y a plusieurs chasseurs qui existent. Il y a ceux qui se mettent en chasse parce qu'on leur propose de l'argent. Une pièce de 20 francs argent pour un enfant. 2 enfants, 40 francs. Et donc il y a des gens qui se mettent à la chasse à l'enfant pour de l'argent, parce que 20 francs argent à l'époque, c'est quand même, c'est 3 pains c'est 4 pains de 3 kilos dans le Morbihan, c'est pas mal. Le Morbihan, c'est un lieu pauvre, et 4 pains de 3 kilos, c'est pas mal. Donc il y en a qui se mettent en chasse pour le pain. Il y en a qui se mettent en chasse pour la loi et l'ordre. Pour la loi et l'ordre, c'est que ces jeunes-là, dont on ne sait rien, mais s'ils sont là, c'est pas pour rien, il faut qu'ils réintègrent de gré ou de force la prison, leur mur. Et donc là, il y a des gens qui se mettent à chasser les enfants parce que c'est la loi et l'ordre. Il y a les chasseurs. Les chasseurs, la chasse à l'animal n'est pas encore ouverte, et donc des chasseurs s'habillent en chasseurs avant l'heure et se mettent en chasse à l'enfant, avec les fusils, avec les bottes, les chapeaux, les gibecières, ils partent à la chasse à l'enfant. Il y en a un qui raconte, et je trouve ça bouleversant, moi en tout cas, qui raconte dans la presse le lendemain qu'il voit un garçon qui a l'air plus vieux que les autres. La preuve, dit le chasseur, il a une moustache noire. Et donc l'enfant, le grand garçon approche, le chasseur lui demande d'approcher, et le chasseur dit « j'allais tirer ». Il était dans ma ligne de mire, j'allais tirer, mais tout d'un coup il a une voix d'enfant. Et il me dit « non monsieur, et je vois un enfant, je lui dis « approche ». Effectivement, il n'était pas si vieux que ça, et c'était pas une moustache en fait. Il s'était nourri de mûres toute la nuit, et c'était de la confiture de mûres sur ses lèvres. Voilà les enfants qui étaient chassés ce soir-là. Il y a eu des justes cette nuit-là, dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Mais il y a eu des gens qui, dans le silence, dans leur silence de leur conscience, ont donné un peu d'eau à des enfants, ont donné une cigarette, parce que le tabac était une chose qui était extrêmement importante pour eux, même à 12 ans. Leur ont donné un café chaud, un morceau de pain pour qu'ils tiennent. Mais ces gens-là, personne n'a retenu leur nom. En revanche, notamment dans la presse locale, les chasseurs, eux, ont donné leur nom, ils ont posé avec le gibier, tout. Et ce qui me bouleverse lorsque je dis ça, c'est que nous sommes en 1934, et que se met en place, il y a les bruits déjà, il y a Hitler, il y a tous ces bruits tous ces bruits de bottes et les bruits de pantoufles qui sont toujours les pires, mais en tout cas, tous ces bruits-là qui nous disent que ce qui se prépare ne va pas être bon. Et cette nuit-là, dans cette île-là, eh ben, il y a une sorte de petite France qui se met en place. Alors, petite Bretagne, quand j'ai dit petite France en Bretagne, tout le monde a gueulé. Mais non, c'est la Bretagne, mais d'accord, pardon. Une petite Bretagne, mais comme une petite France, mais il faut faire très attention aux mots, qui se met en place avec quelques résistants silencieux, avec des collabos silencieux, avec d'autres juste qui ferment leurs volets
et qui se taisent. Mais j'ai toujours pas de quoi faire un roman. Il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne peux pas venir devant vous en vous racontant une histoire qui se passe en 33 ou en 34 ou en 35. Et puis il y a cette évasion qui est juste... Oui, il y a 56 gamins qui s'échappent, il y en a 55 qui sont repris. Il en manque un. Est-ce qu'on fait durer le suspense et je lis un petit extrait de La Révolte? Allez. Ok. La Révolte. Donc on est, dans ce passage-là, on est en plein milieu du réfectoire au moment où, effectivement, la colonie s'est emparée des gardiens pour les battre et pour, comme m'a dit Sorge, faire quelque chose d'extraordinaire, une sorte de fête, ça, même si ça va un peu, mais un peu folle, un peu... En plus, Jules a bien conscience que tout ça est sans queue ni tête, et au moment de passer le mur, il se dit bien qu'il est dans une île aussi. Enfin, tout ce qui sort de cette cartographie-là, c'est qu'il y a la colonie, il y a l'enfermement dans l'enceinte de la colonie, mais de toute façon, il y a un enfermement plus vaste, c'est celui de l'océan sur une île. Et voilà où on en est. C'est Jules qui parle. Jamais je n'avais autant frappé de ma vie. Des hommes, des tables, des roulantes de cuisine, des meubles, une ivresse. J'ai enfoncé mon poing dans la porte du placard à vaisselle. Toupet, c'est un des gardiens, avait réussi à se dégager. Il boitillait en direction de la sortie. Je l'ai attrapé, titubant, dans le couloir, et je l'ai assommé d'un coup de broc sur la tête. Sa perruque blonde est tombée. Il a encore tenté de s'enfuir, coup de talon dans les jarrets, il rampait, une limace. Toupet n'était pas le pire des gaffes. Je l'ai laissé se tortiller, j'ai fourré son postiche dans ma vareuse, je m'étais emparé d'un trophée. Je ne pensais pas, je ne criais plus, le réfectoire tanguait, je le voyais à peine, une furie rouge, mon cœur entier tenait dans mes poings, mes tempes étaient douloureuses, je claquais des dents, je faisais 3 gestes inutiles pour un mouvement nécessaire, je ne courais pas, je dansais. Je grimaçais dans le tumulte, je tirais une langue de gargouille, tout était en train de disparaître. Les insultes, les brimades, les vexations, les humiliations, les coups. Le sale, la faim, les punaises, les poux, la gale. Je nettoyais 7 ans de bagne à grande eau. À coups de hargne, j'étais enragé, je respirais, je vivais. Ça, c'est la colère. Ça, c'est la colère et c'est... Je pense qu'il faut avoir vécu ces colères pour les écrire, en fait. Je pense qu'il faut connaître le coup... Je pense qu'il faut connaître la brûlure d'un coup de ceinture pour pouvoir l'écrire. Je pense que moi, j'ai un problème, hein, c'est pas un problème grave, mais si, d'autres, mais c'est pas grave. J'ai un problème par rapport à d'autres écrivains, c'est que je ne peux partir que d'une chose que j'ai vécue moi. Et c'est important, je peux pas... J'aime beaucoup... Il y a des auteurs qui peuvent incarner n'importe qui. Moi, je peux pas. Moi, je suis obligé, d'abord parce que j'ai un problème de légitimité. Quand j'écris un livre sur le cancer qui s'appelle Une joie féroce, quand on me dit « Mais pourquoi ce livre ?» Je dis « Parce que j'ai un cancer. » Ah pardon. Quand j'écris un livre sur mon père qui est très violent, mais c'est votre père, oui, effectivement. Quand j'écris un livre sur la trahison irlandaise avec un ami prêtre qui était comme mon frère d'Irlande et qui trahissait son combat, qui trahissait ses amis, qui trahissait sa patrie, qui trahissait sa communauté. Et quand on me dit « Tu l'as connu ?» Oui, bien sûr, je l'ai connu et je l'ai aimé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le journaliste qui est en moi m'interdit d'aller ailleurs que là où j'ai le droit d'être, où j'ai le droit de raconter. Là, évidemment, je ne suis pas en 34. Il y a quelqu'un qui me dit « Mais c'est autobiographique ?» Je dis « Bah, c'est ma rage. » Il me dit « 34, c'est au fait quel âge ?» Je dis « Non, n'essayez même pas. C'est juste, c'est ma colère, c'est ma rage d'enfant battu, mais n'essayez même pas. » Et c'est la même chose pour le 56e. Le journaliste que je suis empêche l'auteur que je suis d'écrire des bêtises, en fait. Je ne peux pas. Le 56e, l'évadé, aurait été retrouvé. Il aurait eu un nom, donc une adresse, donc un père, une mère. Il aurait eu une existence. J'aurais pas écrit ce livre-là. J'aurais pas pu créer un 57e. Parce qu'il y aurait le vieil historien, et c'est normal, qui m'aurait dit « Mais j'ai jamais eu 57, ils étaient 56 ». Je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que je veux rester dans la réalité vraie,
dans ce que fut la réalité de ce moment. La réalité des traitements, la réalité de la violence, la réalité de l'évasion et la réalité de ces enfants qui sont repris ou pas. Mais quand l'histoire a un trou comme ça, immense, qui dit que le 57e n'a pas de nom, n'a pas de visage, n'a rien du tout, je peux incarner le 57e. Je ne peux pas le faire si on le connaît, mais là, j'ai le droit, je deviens le 57e, d'abord, et je dis à mon père, tu voulais que j'y aille? Ben j'y vais, ça y est, j'y vais. Alors évidemment, papa, c'est en 34, j'ai un petit béret, j'ai des sabots, mais j'y vais. Mais alors, je t'avertis, on va foutre le souk, on va tout péter, on va brûler, je vais m'évader et jamais tu me retrouveras, jamais tu me retrouveras. Et toute la rage de l'écriture de ce livre, ça venait aussi de ça, c'est s'évader de cette colonie, comme je me suis évadé de chez moi, quitter un père comme on quitte un enfermement. En fait, ma famille, c'est une sorte de petite secte. C'est une sorte de... C'était un minotaure au milieu d'un labyrinthe avec ma mère, mon frère et moi, et un homme fou, donc encore une fois, qui est mort d'hôpital psychiatrique, qui est parti du Vinatier. Ici, je peux dire le Vinatier, tout le monde sait. Quand j'ai eu le Vinatier à Clermont-Ferrand, ben voilà. Donc il est parti du Vinatier à Broye, où il a été incinéré, tout ça c'est dans le coin. Et j'ai cette possibilité d'incarner cette personne, parce que je sais que faisant cela, je ne fais pas de mal à la vérité. Je ne peux pas faire de mal à la vérité. Le journaliste que je suis m'en empêcherait, et j'ai absolument pas envie de ça. Donc, alors, après, pourquoi je crée Jules? Je ne voulais pas que ça soit Sorge, évidemment, c'est ridicule. Mais Jules, je peux voir le livre, juste une seconde? Parce que Jules, c'est Jules Vallès, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis tout petit, je suis enfant, j'ai 3 filles. Quand j'en parle à mes filles, elles me regardent genre, ah, parce que je lisais en cachette, en fait. Elle jouait à TikTok en cachette, moi je lisais en cachette, et elle trouve ça absolument hallucinant que je lise en cachette. Mon père, je viens d'une famille sans, comment dire, sans culture. Il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de disque, il n'y avait pas de livre, il y avait 2 livres à la maison. Il y avait une biographie d'Adolf Hitler et les Waffen-SS français. C'est tout. Voilà, ces 2 livres-là. Mais donc ça fait un socle, déjà pour partir dans la vie. Mais même la bibliothèque verte, toutes ces choses que tous les enfants ont, mon père ne voulait pas que ça rentre. Aujourd'hui, je pense que mon père serait le chef mondial des complotistes de l'univers, du monde entier. Et là, heureusement, il n'y avait pas Internet, mais en tout cas, tout ce qui ne venait pas de lui était un mensonge, donc pas de presse à la maison, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais? Comme je suis enfant, j'allais à la bibliothèque Saint-Jean, peut-être qu'il y en a qui y sont allés, et il y avait une dame qui était assez prodigieusement gentille. On était plusieurs comme ça, le lundi, le mardi, ça puait l'école buissonnière, mais elle ne disait rien. À l'école buissonnière, nous avions deux endroits où personne ne nous embêtait, et on était sûr que les parents ne nous verraient jamais. C'était la bibliothèque Saint-Jean et le musée de la marionnette. Parce que c'était gratuit, c'était tout poussiéreux, et les dames nous laissaient, aucune dame, jamais, ne nous a dit, mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci, un lundi? Jamais. Et donc, à la bibliothèque, un jour, il y a une dame qui me voit, l'une des bibliothécaires, et qui a remarqué quelque chose chez le petit garçon. C'était l'été, donc je devais avoir, je pense, des coups. Je pense que je devais avoir des stigmates sur les jambes, sur le visage. Et elle me dit, je crois que ce livre, c'est pour vous. Elle me vous voyez, je trouve ça très beau. Le livre s'appelait L'Enfant. Je n'ai pas lu L'Enfant. Je sais pas ce que c'est l'enfant. Mais je suis un enfant. Et tu as une femme, une adulte, qui me tend un livre qui s'appelle L'Enfant. Ça s'appelle que pour moi, ce livre-là. Je ne sais pas comment marche la littérature. Je ne sais pas comment marchent les livres. Je ne sais pas comment est-ce qu'on rentre dans un... Je ne sais pas ce que veut dire un livre. Et je prends ce livre-là, et donc, évidemment, les phrases de Jules Vallès qui ouvrent ce livre, ouvrent mon livre aussi, parce que c'est tellement beau. Et je me souviens, je prends ce livre qu'il faut que je cache lorsque je rentre chez moi, et qu'est-ce que je lis en exergue à tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège, ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents. Je dédie ce livre. Je dédie ce livre. Et t'as un petit Serge Chalandon, à Lyon, tout d'un coup, qui voit un petit Jules Vallès, c'est pas qui c'est Jules Vallès, mais tout d'un coup, ben, il n'y a plus Serge tout seul, il n'y a plus Serge qui a peur tout seul, il n'y a plus Serge qui prend des coups tout seul. T'as Serge et puis t'as Jules.
Et ça, pour moi, ça a été la découverte de ce qu'était un roman, ce qu'était un livre, ce qu'était une souffrance commune. Après, j'ai eu plein de potes. Après, j'ai eu plein de potes et plein d'ennemis. La folcoche, tous les enfants martyrisés. J'ai adoré Poil de carotte. C'est-à-dire que la littérature m'a offert des copains, et petit à petit, on a fait cohorte pour devenir adulte un jour. Donc évidemment, moi, comme mon 58e manque, et quand je cherche son prénom, ben, je vais l'appeler Jules, évidemment, en hommage à Jules Vallès. Et j'ai envie d'un petit truc un peu rigolo, parce que c'est juste après la bande à Bono, OT, et je vais l'appeler Jules Bono, EAU, ça s'écrit pas. Il passe son temps à dire ça s'écrit pas pareil, et j'ai besoin de ça parce que je veux que ce petit gamin, c'est pas un orphelin, c'est important ce que je veux dire aussi. J'aurais pu prendre un orphelin. Oh, le pauvre orphelin qui est dans ce centre pénitentiaire, c'est une petite teigne, et c'est mieux. L'orphelin qui est battu, bon d'accord, il est battu, il est temps. Je veux que c'est une petite teigne. Mais pas une petite teigne, pas une méchante teigne, quelqu'un qui se bat pour survivre. Moi, quand j'étais enfant, j'étais bègue. J'étais très bègue. Mais très très bègue, c'est-à-dire que j'avais un père fou qui me disait des choses folles, genre quand les débuts d'année, nom, prénom, profession du père, pour les plus anciens. Et donc mes copains, ils étaient bouchers, charcutiers, il y en avait un qui me fascinait, il était aiguilleur du ciel. Et le professeur ou le maître me disait, Chalandon, c'est lequel? Je levais la main. Alors comme ça, ton père, il est agent secret. Tu viens au tableau et tu nous répètes que ton père est agent secret. Il est âge terrifiant. T'as le gamin qui bégaye, t'as le père qui dit n'importe quoi. Personne ne se doute qu'il y a un père derrière l'enfant. On pense que l'enfant est fou. Ça fait de moi une teigne. Ça fait de moi une teigne, pas parce que j'étais méchant, mais parce que je n'avais pas la parole. Parce que je ne pouvais pas répondre. J'aurais tellement adoré que quelqu'un dise hey, il est deg. Je dis toi, t'es con. C'est marrant parce que moi, je pense que je me soignerai un jour, mais toi, jamais. Tu te racontes toute ta vie. Ça aurait été mais tellement bon. Je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas l'oralité. Donc, qu'est-ce que je faisais? Et quand j'en ai parlé dans des écoles, et c'est terrible ce que je vais vous dire, le seul moyen pour qu'il arrête de rire, c'était de taper, en fait. Et donc, j'étais une petite teigne, parce que t'es bec, boum, hop, dans le préau, par terre. Ah, c'est marrant, dis plus rien. J'ai des problèmes, évidemment, pour les maîtres, etc. Je suis une petite teigne. En fait, je suis un gamin fragile, terrifié, qui ne sait pas comment on peut le respecter. D'abord, comment on peut l'aimer, comment on peut le respecter, comment on peut cesser de rire de lui. J'offre ça à Jules. Moi, ce que je veux, c'est que mon petit Jules, il est comme moi, c'est-à-dire qu'au bout des bras, il a des poings. Il n'a pas de main. Il a juste des poings, il n'a pas de main ouverte. Et moi, ce que je veux, parce que passer le mur, ok, c'est une chose, s'évader, c'est une chose, mais après, qu'est-ce qu'on devient après? Et moi, ça, c'est la deuxième partie du livre. Moi, je veux que Jules soit un homme bien. Je veux que Jules soit droit. Je veux que Jules prenne conscience de plein de choses, y compris de sa propre force. Et je veux que Jules protège les plus démunis, protège les plus faibles, protège ceux qui n'ont pas la même couleur de peau. Alors c'est pas un Zorro, mais juste quelqu'un qui ne supporte tellement pas l'injustice, que pour l'injustice, il est prêt à se mettre en danger, et pour l'injustice, sa lutte contre l'injustice peut passer par tous les moyens. Donc j'offre ça à Jules parce que j'en viens. Et donc, lorsqu'on me dit c'est autobiographique, je ne moque pas des lecteurs, hein, mais parce qu'il m'est arrivé un truc là qui était... c'est autobiographique pour ceux qui aiment les romans, pour ceux qui aiment la fiction. C'est un truc qui a 10 ans. Avant, personne ne demandait c'est autobiographique, c'est un roman. Maintenant, c'est comme si c'était mieux. C'est autobiographique, ah c'est mieux. Et il m'est arrivé un truc là il y a quelques jours. Alors je ne me moque pas des ados, ok? Parce que j'ai une fille ado, ok? Je vais le faire quand même. Et il y avait... Mais non, mais je ne me moque pas du tout, ça, je ne me moque pas. Mais il y avait un monsieur et son ado, qui était l'ado, mais non, c'est pas drôle, c'est triste, mais ça passe, c'est pas comme le bégaiement. Si, c'est comme le bégaiement. Et le monsieur et son ado arrivent devant moi et me disent « C'est autobiographique ?» Alors, oui, c'était enfant de salaud, je dis « Oui, c'est autobiographique ». Et il me dit « Ah, c'est formidable, alors c'est génial ». Bon. Et à côté de moi, il y a une petite dame avec un roman. Elle est autobiographique. Elle dit non, c'est un roman. C'est inventé.
c'est un roman. Et le fils qui fait, de nos jours, on dit c'est un fake. Et là, d'abord, tu as une grande solitude, et tu te dis, on va avoir, alors je ne sais pas quand, mais on va avoir un problème avec le roman. C'est-à-dire, imaginez-vous Dumas, les trois mousquetaires, t'es pas mousquetaire quoi? Ben non. Et ça, c'est une chose qui va nous poursuivre longtemps. Et donc moi, c'est ce que j'explique. Jules, c'est moi. Non, c'est pas toi. Si, c'est ma colère, c'est ma douleur, c'est ma fragilité. Et moi, ce que je veux, c'est que quand Jules a passé le mur, que moi, quand j'ai fui, quand je suis enfui, j'avais 16 ans et demi. Ensuite, j'ai été SDF 1 an et demi à Paris. Je suis monté à Paris, vous imaginez, mais qui monte à Paris. Et puis qui se rend compte que, voilà, ce que c'est que Paris. Et c'était pratique parce que le soir, dans les poubelles, des grands restaurants, il y a du pain. Et puis il y a des plats qui sont jetés comme ça. Donc c'était très très bien. On était plein de jeunes comme ça. SDF, c'est un mot qui n'existait pas. On disait, ouais, mais c'est notre mode de vie. Pas du tout. On avait froid. Mais en tout cas, tout ça, pour moi, je l'offre à Jules. Et tout ça, pour moi, fait que ça ne suffit pas, la prison, ça ne suffit pas l'évasion. Ce que je veux après, c'est la construction d'un homme. Et cette construction d'un homme, la construction de Jules, comme ma construction à moi, passe obligatoirement par d'autres adultes, par des gens qui tendent la main. Alors évidemment, tu ne prends pas tout de suite la main qui est tendue, parce que tu as peur que la main devienne un poing, tout de suite. Tu ne connais que des poings, tu connais que des reins et des becs, tu connais que ça, et quand une main se tend, tu n'y crois pas, quoi. La première main qui se tend, tu n'y crois pas, tu as peur. Tu as peur de la trahison, tu as peur de la méchanceté, tu as peur des coups, et tu as peur de te retrouver teigne, encore une fois teigne. Et puis un jour, tu as une main qui se tend, et puis deux, et puis trois, et tu sais quoi, tu les prends. Et je veux ça pour Jules. Et Jules va prendre des mains qui sont tendues, comme j'ai pris des mains qui étaient tendues, et qui m'ont permis ensuite de vivre, qui m'ont permis ensuite de rentrer journaliste à Libération en 1973, c'est-à-dire que j'ai rencontré sur ma route des gens qui m'ont parlé normalement, pas comme mon père. Mon père, je vais vous donner un juste, un tout petit... Alors c'est plutôt des gens de gauche, je vous le dis. J'aurais pu tomber sur l'église de Scientologie. Bon, je t'aime, moi aussi j'arrive. J'aurais pu tomber sur, je sais pas, sur la confrérie des pelures d'oignons. Alors aujourd'hui je serais habillé en oignon, j'ai un livre sur les oignons en disant mangez de l'oignon. Non, je suis tombé sur des gens plutôt de gauche, extrême gauche comme ça, mais qui m'ont appris des choses qui étaient étranges. C'est-à-dire que moi, je viens d'un homme raciste, une famille raciste antisémite, et je me suis retrouvé à donner des cours d'alphabétisation à des enfants de travailleurs immigrés dans les derniers bidonvilles en France. C'est quelque chose de bouleversant. C'est-à-dire que je me suis ouvert à la littérature, à la sculpture, au théâtre, au cinéma, au musée, des choses que je ne connaissais pas. Exemple, mon père m'avait dit, fais attention. On est en pleine guerre d'Algérie, 62-63. Fais attention parce que les Arabes, dans les couscous, ils mettent du verre pilé pour tuer les Français. Évidemment, mes nouveaux copains, couscous. Et la première fois que je me trouve avec les copains, moi je prends un tagine parce que j'ai pas envie de mourir. Et je me souviens, j'aurais jamais dû oser, mais je l'ai fait quand même. Puis je les vois qui mangent comme ça avec gloutonnerie. Et je leur dis, attendez, attendez, ils me regardent, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il paraît, ils me regardent, genre, ouf, on va avoir du boulot. Et c'était très mignon, et comme Jules, il a fallu que je déconstruise, en fait, que je déconstruise tout ça, que je réapprenne les choses. Je me souviens, j'avais, pour les plus anciens, j'avais un poster de Jimi Hendrix dans ma chambre. Mon père l'a arraché en disant « il n'y a pas assez de chanteurs blancs dans le monde ». Tu sors de là, il faut que tu te reconstruises totalement. Mais, et comme Jules aussi, c'est important, je ne suis pas fini en fait. Je ne suis pas fini, c'est-à-dire qu'il me manquera toujours les petites choses de base. Il me manque l'odeur du cou d'une mère quand elle te couche. Toujours. Ça, c'est une chose que je ne connais pas, l'odeur d'une mère qui couche son enfant. Je ne connais pas la main d'un père. Je n'ai pas eu l'histoire, la petite histoire qui te permet de t'endormir. Si, bien sûr, mon père était agent secret, etc. Tout des mensonges. Mais tout ça, jamais tu le rattraperas.
Ça, c'est une chose, tu peux apprendre après plein de trucs. Tu peux apprendre, tu peux mimer le bonheur, tu peux apprendre la beauté, l'équité, la fraternité. Tu peux apprendre tout ça, mais à la base, toujours à la base, il y a un petit enfant qui a peur. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de balayer, de labourer dans mes livres, l'enfant qui a peur, à tel point que j'ai un journaliste qui a écrit un jour, il faut que l'enfant pose la plume et que l'adulte la reprenne. Merci beaucoup. Je sais pas, ça va être les arabes ou je sais pas quoi, mais c'est les gens comme ça. Petit bonhomme. Mais voilà, c'est ça que je voulais offrir à Jules. Donc c'est pas juste une évasion, c'est pas juste un camp, c'est pas juste des enfants malheureux, c'est comment on relève la tête après tout ça. Comment on marche vers la lumière. C'est pas facile de marcher vers la lumière. Mais j'ai aidé Jules, comme moi. J'ai pris la peau de Jules pour marcher vers la lumière. Et ça, c'est bien. Pour remarcher vers la lumière, alors juste je reviens là-dessus parce que ce que tu dis est très important dans la construction effectivement de ce personnage de Jules par rapport à ce que tu dis de toi, ton enfance. C'est-à-dire qu'au moment où il passe le mur, il y a quand même, tu nous as raconté des épisodes de sa vie où il y a quelques petits points de lumière qu'il a gardés en mémoire. Il y a effectivement, par rapport à la mère, ce petit ruban de soie, qui, quand dans l'extrait on parlait de la moumoute comme trophée, c'est que aussi un des gardiens lui a volé son ruban de soie à un moment donné et qu'il a voulu le récupérer. Il a récupéré. Ouais. Il y a ce garde champêtre, je crois, qui s'appelle Monsieur Barnabé ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est une histoire vraie. Ah bon ouais. Du voleur d'œufs. C'est une histoire vraie. C'est un garde champêtre qui avait été appelé parce qu'un gamin, dans les années 30, avait volé 3 œufs. Et le père avait appelé le garde champêtre. Le garde champêtre avec son uniforme, comme ça, qui lui adressait un procès verbal. Et le père était heureux, et celui à qui il avait volé les œufs était heureux. Tout le monde était heureux parce que l'enfant allait être puni. Et le garde champêtre a dit à l'enfant, signe maintenant le procès verbal. Et quand l'enfant a pris le procès verbal, il a vu que sur le carnet, le garde champêtre avait dessiné une poule. Et l'enfant a dit, mais je fais quoi maintenant? Il dit, tu signes. Mais comment je signe? Tu fais un œuf. Et j'ai trouvé que cette histoire était tellement jolie que je me suis dit, tiens, je vais offrir ça à Jules. C'est le premier adulte, alors qu'il avait l'autorité, alors qu'il avait sa musette, c'est le premier adulte qui tout d'un coup a pu expliquer à Jules qu'il y avait une possibilité peut-être d'homme bon. Moi, la première personne qui m'a aidé, ce sont deux profs qui, leur fils était parti faire des études à l'étranger, et on se voyait souvent, parce que moi donc, j'étais dans la rue, ils étaient militants, et un jour il y a le mari qui me dit, tu es dans la rue toi? Je dis ouais. Il m'a donné la clé de la chambre de bonne à Paris. J'avais jamais eu de clé de ma vie, une clé pour ouvrir une serrure et me retrouver. Et je me souviens que j'avais tellement serré cette clé que j'avais la marque de la clé dans la paume. Parce qu'enfant, je n'avais pas de clé. Mes parents, il fallait attendre en bas, soit dans l'allée, comme on dit à Lyon, soit devant, que les parents rentrent. Tant qu'ils n'étaient pas rentrés, nous étions dehors, été, hiver. Et quand par hasard, nous étions tous à l'intérieur, et qu'ils sortaient, il fallait qu'on sorte, et qu'on les attende dehors pour qu'ils reviennent. Je me souviens qu'un de mes copains avait des clés. Je lui ai demandé ce que c'était ces clés. Il m'a laissé les clés de chez moi, et j'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'un enfant avait le droit d'avoir des clés. Et bien cet homme-là, qui m'a donné son... alors, il voulait, et c'était bien, il voulait que je travaille. Donc ça, c'était extrêmement important. Après, il a un gros mot aujourd'hui, il y a le plein emploi. C'est moche. C'est-à-dire que très très vite, on pouvait avoir un petit travail ici ou là, et contre 50 francs mensuels de l'époque, il me laissait cette chambre, et sans cet homme-là, je ne sais pas du tout ce que je serais devenu. Je veux que Jules ait des hommes comme ça, en étant 34, donc ça ne va pas être un prof d'université, ça va être des pêcheurs. Mais je veux que sur sa route, il y ait des gens qui m'ont aidé.
Et donc ces gens-là qui aident Jules, je leur ai donné les noms d'amis à moi, juste parce que j'ai envie que Gilles, les prénoms d'amis, Pancho, le Basque, Alain, Sandra, je veux que Jules soit accompagné par des prénoms qui me sont familiers, comme ça je me sens en confiance et j'ai un peu moins peur. Et Ronan, bien sûr. Et Ronan et Sophie. Et Ronan et Sophie qui sont en quelque sorte les justes dont tu parlais au début. Et puis c'est un père et une mère. C'est-à-dire que je passe mon temps dans mes livres à chercher un père et une mère. Ça paraît étrange, ça paraît banal, mais c'est important pour moi d'avoir cette odeur de mère et d'avoir cette main de père. Oui. Et là, quand ils se séparent, vers la fin du livre, Ronan dit cette expression que, quand tu disais il n'a pas de main, il n'a que des poings, c'était ça, pourquoi tu m'as aidé? Et la réponse de Ronan, c'est pour que tu desserres les poings. Oui. Et après, j'ai passé ma vie à apprendre à desserrer les poings. C'est pour ça notamment que j'ai été correspondant de guerre. Pendant 22 ans, j'ai fait les guerres, j'ai couvert pour la libération, la guerre Iran-Irak, la guerre du Liban, la Somalie, Afghanistan, toutes ces guerres-là pour épuiser la violence que mon père avait mise en moi. Je n'aurais pas pu être père, c'est très étrange, je n'aurais pas pu être père si je n'avais pas épuisé la violence de mon père à la guerre. Et me trouvant devant une violence bien supérieure à ce que j'avais vécu, ça a épuisé la violence de mon père. Je suis rentré épuisé et en paix, en fait. Mais ça n'a pas été simple. Avant qu'on passe peut-être à des questions, il y a un point quand même. Il y a peut-être le poète ou pas? Voilà, justement. Ah bah ouais. Je vais finir là-dessus, au moins l'évoquer, parce qu'il a un tout petit rôle, mais un rôle tellement, je pense, important et qu'on peut peut-être un peu déployer. Donc toi qui as effectivement visité Belle-Île-en-Mer en long, en large et qui as mis les coups dans des petits cafés, peut-être as-tu rencontré, enfin finalement non, bien évidemment, mais on t'a raconté que à ce moment-là, au moment de ce fait divers, est en vacances sur Belle-Île, un grand poète français qui s'appelle Jacques Prévert, et qui rentre en résonance dans cette histoire parce que, en étant témoin, demande qu'est-ce qui se passe exactement, de qui s'agit-il, quels sont ces évadés, et finira par écrire un poème. Un poème que tu retranscris, un poème qu'on peut trouver quand même dans un recueil de poèmes qui est dans plus que parole, absolument, que tout le monde peut lire, et tout le monde peut finalement, à la lecture de l'Enragé aussi, réaliser d'où vient ce poème. Bien sûr. Et peut-être, et comme ça je finis la question aussi, peut-être que c'est le démarrage d'une prise de conscience sur ces centres-là qui finiront par fermer grâce à cette prise de conscience. C'est ça, c'est-à-dire que alors, on l'a tous annonné. Moi j'ai annonné, mes filles l'ont annonné. Alors je suis désolé si un instituteur ou un prof l'a fait, mais en ce qui nous concerne, personne ne nous a expliqué. Voyou, voleur, chenapan. Ce poème de Jacques Prévert qu'on a chanté, voyou, voleur, c'est un drame en fait. Aucun prof ne nous a dit, mais vous êtes en train de réciter un poème qui raconte l'évasion des enfants de Belle-Île en 1934. Et des amis, quand je leur ai dit que je travaillais sur ce livre-là, ils m'ont tous dit « Ah, pour le poème de Prévert !» Et je dis « Mais et je n'avais pas réalisé. » Donc je ne suis pas parti du poème pour écrire ce livre. C'est au milieu de l'écriture que je me suis souvenu du poème de Prévert qui s'appelle « Chasse à l'enfant ». Donc maintenant, ça me paraît totalement évident, mais chasse à l'enfant. Et ce qui est bouleversant, c'est que j'ai demandé, mais comment est-ce que Prévert a su qu'il y avait eu ça? Et la réponse des historiens est magnifique, mais il était là. Et donc on imagine, et là, pour un roman, en plus de tout ça, il y a Jacques Prévert qui dort, qui est réveillé par les hurlements des enfants, qui descend à l'hôtel du port, qui descend, qui voit des enfants battus, etc., et qui ne supporte pas le mal qu'il leur est fait. Il demande, mais qui est-ce? Ben, ce sont des voyous, ce sont des voleurs, ce sont des chenapans. C'est le début de son poème, voyous, voleurs, chenapans. Et l'idée que Prévert puisse écrire ce poème-là
rempli d'une joie incroyable. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en plus de ça, non pas vous donner le poème dans le roman, vous le chercherez, vous le trouverez, mais de voir Prévert qu'il écrit, c'est ça qui est formidable. Et c'est vrai que quand Prévert écrit ce poème, d'abord quand la presse parisienne apprend, oui, presse parisienne, c'était détective, par histoire, etc. Quand ils apprennent l'évasion, et c'est grâce à Prévert, c'est grâce à cette presse-là qui arrive et qui découvre ce que c'est ces centres pénitentiaires, qu'on est, ça y est, on est dans le début de la fin des centres qui vont fermer les uns après les autres sous le scandale. Donc il y a des grandes manifestations avec la Ligue des droits de l'homme sur le thème « Fermons les bagnes d'enfants ». Ça y est, c'est-à-dire que le retour en arrière est impossible, et Jacques Prévert, par son poème, a joué un rôle absolument immense dans la prise de conscience que nous avions en France des bagnes pour enfants, ce qui était tu, ce qui était inconnu, ce qui était caché, et tout d'un coup ça explose, en plus avec une poésie. Chasse à l'enfant. Alors, quand j'ai mon père, quand j'ai les coups, quand il veut me mettre là, quand j'ai les conditions de vie, quand j'ai les brimades, quand j'ai l'évasion, quand j'ai la chasse à l'enfant en pleine nuit, quand j'ai les 56, puis le 55e, et le 56e, quand j'ai Prévert, là je crois que j'ai quoi faire un roman. C'est-à-dire que si là je n'y vais pas, faut faire autre chose, quoi. Et c'est un superbe roman. Merci beaucoup, Sorge. J'ai envie de passer la parole à quelques personnes du premier rang. C'est ça, Marie, c'est toi qui vas orchestrer. Alors, on a effectivement bien un quart d'heure, 20 minutes pour des questions. Alors, on avait programmé cette rencontre au départ avec Sylvain dans le cadre d'un cycle sur la violence, puisqu'avec mes élèves qui sont ici présents, on travaille cette question-là. Donc, on a lu L'Enragé, on a lu l'Orestie aussi, Échille. On ne pouvait pas inviter Échille ce soir. Et chaque fois qu'on l'invite, je sais pas. Décline, c'est pas de la bouche, comme on dit à Marseille. Voilà, et en fait on s'est intéressé à justement des personnages qui essayent de sortir de la violence, comme Oreste, justement, aussi dans une famille où les parents mangent leurs enfants, comme vous dites dans L'Enragé. Et donc voilà, mes élèves ont une ou deux questions à vous poser, et puis on fera circuler le micro ensuite. D'abord, en préalable, il n'y a aucune question idiote. Les réponses le sont souvent, mais il n'y a aucune question qui va vous poser un problème. Toute question est une recherche importante de renseignement, de la vérité, etc. Donc il ne faut pas hésiter, jamais. Bonsoir Monsieur Chalendon, bonsoir à tous. J'aimerais que vous nous parliez de la fin que vous avez choisie pour ce roman. En effet, pendant toute la lecture, je ne savais pas trop comment le livre allait se finir, et je me demandais vraiment comment est-ce qu'on pouvait envisager une sortie de la violence qui soit à la hauteur du côté spectaculaire de la vie de Jules Bonnot. Et c'est vrai qu'au début, on ne croit pas vraiment à une issue qui puisse être heureuse, et puis finalement, il a l'air d'emprunter le chemin de la rédemption par la rencontre qu'il fait avec Sophie, avec Ronan. Pousse les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est parce que tu es en train de dire la fin. Et à la fin, le chirurgien tue la coiffeuse. Moche. Non, mais attends, j'ai tout à fait compris. Oui, formaliser de manière plus claire. Non, c'est très clair. Non, c'est très clair. C'est qu'il faut dire sans dire. Je trouve que la fin que vous avez choisie est ambiguë. Dans le sens où c'est... Ah non, ambigu la fin. Enfin, c'est... Je sais pas c'est quoi dire. Non, attendez. Le seul problème, c'est qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas lu. Et voilà. Et donc je vais essayer de marcher sur les œufs. Non, mais c'est une très bonne question. Et j'aimerais aussi le symbole que vous mettez dans cette... le symbole que vous apportez à cette fin. Mais voilà, c'est trop... Mais non. Donc je vais essayer de parler de la fin. Non, mais c'est une vraie question, c'est une très bonne question. Mais quel avenir pour Jules ? Donc je ne vais pas donner la fin. Mais quel avenir ?
Jules, il est tout seul. Jules, c'est une petite teigne. Jules, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité. Pas du tout. Jules, quelle que soit la vie qu'il aura après, je vous rappelle qu'en étant 34, 39 arrive, 40 arrive, 41 arrive aussi, Jules, il y a quelque chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'on lui dicte sa conduite. Que ça soit un Français, ou que ça soit un Fridolin, comme on disait à l'époque, avec un accent qui n'est pas le nôtre, et un uniforme qui n'est pas le nôtre non plus. Quel que soit, Jules ne peut pas résister à ça, ne peut pas vivre ça. Donc j'ai parlé avec des gens qui me disaient, c'est dommage, je suis désolé, que ça se termine comme ça. Et je disais, alors attendez, imaginez-vous, Jules, ok, on le retrouve vieux, avec ses 2 petits-enfants sur les genoux, hein, ça va plus, hein. Les 2 enfants sur le genou. Raconte-nous encore la colonie pénitentiaire, Pépé. Sa femme. Il a sa petite retraite. Jules ne peut pas. Jules ne peut pas. Jules a passé le mur jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Jules sera propre. Jules sera honnête, Jules sera droit, mais il n'y a pas d'autre moyen. Je ne me débarrasse pas de Jules, je l'aime tellement que je lui offre un tombeau à sa mesure. Et je ne peux pas faire autrement que ça. Je ne peux pas faire autrement que ça. C'est pas possible. Et j'ai cherché, mais et puis je veux que ça soit, voilà, que ça soit comme ça, et c'est marrant parce que il y a des journalistes qui ne lisent pas, enfin qui ne lisent pas tout, qui ne lisent pas très bien, et qui me disent c'est incroyable que ce qui est arrivé à Jules, donc à la fin, c'est incroyable que la France n'ait pas plus rendu hommage à ce jeune homme. Et tu n'oses pas lui dire, c'est un personnage de roman, tu vois. Et c'est formidable parce que parce que c'est tellement possible, c'est tellement vrai cette fin que tu cherches. Tu dis, mais au fait, est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas? Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour moi. Je ne peux pas offrir à Jules, c'est pas un film américain, c'est pas un livre américain. C'est pas Jules qui, oh puis tient prison. Après tout ça, il tient prison de la République. Génial. Non, tu ne peux pas. Même, il est grandi, je trouve. Il est grandi. Et ça me va, moi. Cette fin-là, pour moi, elle me va, parce que c'est mon Jules, c'est moi, c'est nous deux, mais voilà. Mais moi, je suis là. Je suis vivant. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Oui. J'ai une question par rapport, pour revenir sur le ruban. Sur le ruban, oui. Parce que bon, je sens bien qu'il y a comme il nous accompagne en plus tout au long du roman, et la relation de Jules au ruban évolue aussi quand il en donne un bout aussi à la jeune fille pour sa poupée. Et voilà, je voudrais juste que vous nous parliez un petit peu plus de ce ruban. Est-ce que c'est un peu quelque chose à laquelle il se rattache enfin, quel est le rapport C'est un objet traditionnel, hein, mais ma mère ne m'a jamais offert son ruban, mais je lui ai pris un ruban dans sa boîte à ruban. J'ai pris un ruban, un ruban de soie grise, comme ça, et je l'ai eu longtemps avec moi, pour emporter à Paris quelque chose d'elle. Et j'ai offert le ruban de ma mère à Jules, en fait. Voilà, donc il y a... Parfois, le romancier, il ne va pas très très loin pour trouver l'idée. Il se penche sur son passé, il retrouve des sensations qu'il a eues, des expériences qu'il a eues. Ce ruban que j'offre à Jules, c'est le ruban qui, moi, m'a relié à ce qu'aurait pu être ma mère. C'est-à-dire une femme présente, alors qu'elle ne l'a pas vue. Rien de plus. Je me suis promené avec ma mère dans la poche, un peu, beaucoup, puis un jour je l'ai jeté. Je l'ai jeté dans... C'est marrant, hein. J'étais à Paris, mais j'ai tenu à le jeter dans la Rhône. Et pas dans la... Je ne veux pas laisser le ruban de ma mère au Parisien, non plus. Vraiment. J'ai hésité entre le Rhône et la Saône. Et je me souviens d'un psy, alors est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison, je ne sais pas, mais qui disait, est-ce que vous savez pourquoi à Lyon,
très peu de gens se suicident par noyade. Parce qu'à le Rhône et la Saône, donc tu as le choix. Et si tu as le choix, et ben, si tu dis alors, ben non, ben t'es sauvé. Et donc là, j'ai pris le Rhône parce que c'était le plus tumultueux. Et c'était, voilà, c'était un... Mais c'était pas un geste comme ça, c'était juste pour me débarrasser d'un poids et d'un faux espoir. J'adore ça. J'en supplie, c'est beau. Mais c'est vrai. C'est magnifique. Vas-y. N'hésite pas. Une autre question. Oui, pardon, si vous voulez, excusez-moi. Alors, moi, ma question, bon, je vais essayer de faire attention à ne pas spoiler. Oui. Alors, donc, il y a beaucoup de vos personnages qui ont subi des violences terribles. Et qu'est-ce qui fait, alors que dans les deux cas, ils ont eu des proches, des gens qui les aimaient, que, comme vous l'avez dit, Jules a pu grandir, là où Georges, du coup je ne vais pas développer plus, eh ben, il a été réellement, lui, détruit. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue dans le quatrième mur. Alors, pourquoi j'ai écrit le quatrième? D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, le quatrième mur sort en film, en début d'année. Il a été tourné à Beyrouth. C'est un film qui est somptueux. Je l'ai vu, j'ai pleuré. Quand un auteur vous dit allez-y, allez-y. Généralement, les auteurs du je les travaillent, non, allez-y. C'est une pure merveille. Et voilà. Et la personne qui joue mon rôle, c'est Laurent Lafitte. Ouais, c'est ce que fait ma femme aussi. Hein. Ça m'énerve un peu, mais c'est... Pourquoi j'ai écrit... Je vais expliquer pourquoi j'ai écrit le quatrième mur. Parce que c'est extrêmement important, en fait. Et c'est incroyable que tu on peut dire plus. Voilà, c'est pas grave. C'est incroyable que tu dises ça, parce que Georges, qui est mon deuxième prénom, c'était Georges Sorge, puis Sorge de Georges. Georges, qui est mon deuxième prénom, Georges, c'est... En fait, j'en ai fini avec Georges et j'ai sauvé la Teigne. Et pourquoi j'en ai fini avec Georges? Parce que, en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? C'est parce que j'étais correspondant de guerre et je voulais plus revenir en paix, en fait. Plus jamais. C'est-à-dire que j'ai mis en l'air une famille. Nous sommes toujours très proches, on s'aime et tout ça, mais en tout cas, quand j'ai eu à choisir entre revenir pour m'occuper de ma femme et de ma fille et rester en guerre, j'ai choisi de rester en guerre. Alors il y aura 1000 raisons que je pourrais vous dire, qui sont vraies et qui ne sont pas tout à fait vraies. Par exemple, c'est vrai que quand tu es dans une cave qui est bombardée avec des femmes et des enfants, qui est bombardée, il se trouve que c'était des Palestiniens, et c'était des Syriens qui bombardaient, et que tu vas t'en aller, que tu vas quitter la cave. Tu entends les bruits, tu entends tout le plâtre qui tombe, les gens qui pleurent, et quand tu pars, les gens te disent, mais vous partez, mais qui va parler de nous? Qui va parler de nous? Si on meurt tous ici, si vous êtes là, vous pourrez dire que nous sommes morts. Si vous n'êtes plus là, qui va dire que nous sommes morts? Donc ça, c'est la belle raison pour laquelle je disais je ne peux pas rentrer. C'est la raison officielle et c'est la raison audible. Maintenant, il y a une autre raison qui est une raison dégueulasse. C'est que je suis arrivé à un moment où, c'est pas que j'ai aimé la guerre, mais je me sentais bien en guerre. C'est une chose qui est terrifiante, c'est que tu as un moment donné de la guerre où tu ne comprends plus à quoi sert la paix. Elle ne t'intéresse plus, la paix. Boire un coup près du côté de la rue de l'Arrêt avec les potes, ça ne t'intéresse plus du tout. Parce qu'en guerre, tout est ultime. C'est une question de vie ou de mort sans cesse. C'est-à-dire que en paix, tu dis à quelqu'un, on se va demain à 14h. Ok, le mec, alors je te dis à 14h. Ah merde, j'ai oublié. C'est pas ça en guerre. En guerre, c'est 14h, c'est 14h. C'est-à-dire que tout compte en guerre. Parce que la mort, elle rôde tout le temps. Et il y a un moment donné où j'ai aimé ça. C'est terrible à dire. Oui, je voulais rester dans la cave pour les autres,
Mais ce qui est terrible à dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu as tous ces journalistes comme moi qui se retrouvent sur les terrasses, couchés comme ça, alors qu'ils fument des choses pas toujours autorisées, avec les balles traçantes qui passent, et tu as un mec qui dit « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Tu te rends compte, ça? Ce truc de « Qu'est-ce que la guerre ?» est joli, c'est monstrueux. Tu ramènes le barbare. La guerre, tu la ramènes en toi. Moi, j'ai des souvenirs de ma fille. Elle était petite à ce moment-là. Je rentrais de Beyrouth. Il y avait des enfants sur la ligne verte qui se faisaient tirer dessus parce qu'elle allait chercher de l'eau. Donc tu as une petite fille, elle court, boum, elle tombe avec son bidon, etc. Ça te rend dingue. Et tu rentres chez toi, tu as le frigo ouvert avec ta fille qui dit « Oh, il n'y a pas de coca, c'est nul cette baraque. » C'est très très difficile. Et le problème, c'est que il faut que tu dises « Mais écoute, on va racheter du soda si tu veux, je sais pas quoi. » Mais je ne pouvais plus. C'est-à-dire que je ne pouvais plus supporter cette paix-là, ce qu'était cette paix-là. Je ne pouvais plus la supporter. Et donc j'ai écrit le 4e mur pour tuer Georges. Pour tuer l'autre, moi. J'ai écrit le 4e mur, dès la première ligne du 4e mur, je sais que je vais tuer Georges. Je sais qu'il va mourir, Georges. C'est-à-dire que la petite glace, quand ma fille mange sa petite glace au chocolat, qu'elle le fait tomber, sa petite glace au chocolat, et qu'elle pleure, et là je suis avec elle, dans un square, à Paris, l'été, tout le monde va bien, il y a le manège, tout le monde, et puis elle fait tomber sa glace, et je me mets à hurler, mais tu pleures pour une boule de glace. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde où on pleure pour une boule? Et les gens qui commencent à arriver, qui m'entourent, qui l'entourent, est-ce que c'est ton papa? Et elle mais c'est terrible. Et tout d'un coup, je vois dans le regard de ma fille, soit les regards d'enfants sous les bombardements. Et tu te rends compte que cette saloperie de guerre, tu l'as amenée avec toi, elle est revenue avec toi. C'est pour ça que j'ai écrit le 4e mur. Parce que dans la vraie vie, quand il y a eu cette histoire de boule de glace, je me suis dit, il faut que j'arrête, parce que il faut que j'arrête avant que la guerre ne me prenne, ne me mange totalement. Mais dans le livre, parce qu'il y a la boule de glace, Georges repart à la guerre pour toujours, parce qu'il ne supporte plus ce qui se passe lorsqu'il est en paix. Et moi qui suis l'auteur de ce livre-là, je sais que je vais tuer Georges, et je tue Georges. Et je tue Georges, et c'est à ça que ce livre sert. Je tue, en écrivant le 4e mur, je tue le barbare qui est en moi. Même si Georges, il est là, il ricane, il me voit, il me dit « Mais t'aimerais être où là en ce moment? À Gaza, alors ta gueule, s'il te plaît. » Tu comprends? Mais en même temps, maintenant, j'ai promis, j'ai juré, j'ai dit que je n'irai plus. Mais donc, je sauve la teigne, parce que c'est moi et parce que je l'aime, et je tue Georges, parce que Georges, c'est une teigne majuscule. Georges, c'est un barbare. Il faut absolument... Je sais, moi, la guerre nous enseigne ce qu'on a dans notre ventre. Un salaud, un héros, un barbare, un type bien. Maintenant, je sais ce que je suis. Et la guerre m'a appris, enfin, c'est terrible à dire, mais à combattre le barbare qui était en moi. Et pour combattre le barbare qui était en moi, il fallait que je tue Georges. Donc ce livre-là m'a servi à tuer Georges et ne plus retourner à la guerre. Donc c'est pour ça. Et c'est une excellente question parce que Georges, c'est moi, la teigne, c'est moi aussi, mais d'un côté, je l'aime et bon, on sait comment il finit. Mais en tout cas, je l'aime et je le magnifie. Et Georges, dans le 4e mur, je le méprise et j'en finis avec lui pour avoir le droit, moi, de vivre en paix. En gros. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est à moi émouvant. Moi j'avais une question pour rebondir justement sur ce parallèle entre le 4e mur, entre l'enragé. Est-ce que, bien que l'écriture vous ait beaucoup aidé pour passer ces moments douloureux de l'enfance, est-ce que l'écriture a permis la guérison pour autant? Est-ce que l'écriture permet une guérison? Alors, il y a 2 questions. J'ai commencé à écrire parce que j'étais très bête, donc encore une fois, et je pensais que l'oralité me serait à tout jamais interdite. Donc j'ai écrit, parce que voilà, même lorsque j'étais chez moi, il m'est arrivé d'écrire des choses que je voulais dire à mon père, à mon frère, etc., parce que je ne pouvais pas les dire, donc je les écrivais. Maintenant, je ne veux pas guérir.
C'est important. Je ne veux pas guérir. C'est-à-dire que je n'écris pas pour guérir, j'écris pas pour être bien. Je ne tourne aucune page. Je veux que mes cicatrices soient là, mes blessures soient là, je veux que tout reste. Ça, c'est mon socle absolu. En revanche, je veux partager. Quand on parle de l'enragé dans un salon du livre, dans une rencontre, et quand les gens viennent me voir, ils ne parlent pas de moi, ils ne parlent pas du tout de Jules, ils parlent d'eux. Et c'est ça que je trouve absolument génial. C'est que depuis que j'ai sorti l'enragé, j'ai vu des centaines de gens qui m'ont parlé de leur souffrance, de leur père, de leur mère. Je ne suis pas là pour guérir, je suis là pour partager ça. Et je trouve que c'est magique. Si je veux guérir, je suis sûr, je pense qu'il y a des lacaniens ici, ou des freudiens, je sais pas, l'école freudienne, je vois qui sourit. Mais voilà, au pire, je vais voir quelqu'un, comme on dit. Puis voilà. Mais là, c'est pas le propos. Je ne veux pas guérir, je veux partager en fait. Je veux partager, que ce soit la beauté, la douleur, la souffrance. Et de livre en livre, j'ai trouvé des sœurs de souffrance, des frères de beauté, de bégaiement, de tout ça. Mais guérir, certainement pas. Et c'est pas l'écriture qui m'a... L'écriture m'a permis d'exister. Puisque je ne pouvais pas parler, et ben donc en écrivant, tout d'un coup, j'avais trouvé un autre moyen de dire les choses. Mais ce qui m'a sauvé lorsque j'étais enfant, c'est le dessin. Le dessin, en fait. C'est-à-dire, je dessinais, et alors, dès que mon père tombait sur mes dessins, il les jetait, mais je dessinais, et le musée des Beaux-Arts, etc., pour moi, c'était les lieux de la beauté interdits, mais qui m'expliquaient comment marchait le monde. Donc, je m'intéressais aux feuilles, je m'intéressais aux arbres, je m'intéressais aux peaux, au regard. Et donc, je me suis enfui de chez moi en dessinant, mais l'écriture me servait juste à fonctionner. Puis après, je me suis aperçu que l'écriture était un moyen, non pas de guérir, mais un moyen de dire. Et donc, moi, je ne guéris pas, je dis. Et je mourrai avec mes blessures. Mais ça me va. Ça me va, j'ai pas envie d'être un... J'ai pas envie d'avoir une peau intacte. J'ai un cuir abîmé, j'aime ça, je veux dire, c'est comme ça. Voilà, je veux pas avoir une peau de bébé. Donc ni baume, ni onguent, ni médicaments, ni rien, juste les partager. Ça, c'est quelque chose qui est formidable. Moi, je sais que lorsque j'ai écrit Une joie féroce sur le cancer, ma femme avait un cancer, elle me dit, je suis en guerre. J'aimerais que tu écrives cette guerre. Moi, je dis, attends, je peux pas, j'ai pas de cancer. Alors là, vous allez rire, heureusement. 11 jours après, mon pote médecin qui me dit, écoute, t'as un problème, ça. Yes. Il se vachement content, parce que oui, et c'est un cancer d'homme, ça va, c'est un truc très long, c'est bon. Mais j'avais un cancer aussi. Et donc j'ai pu écrire le cancer, non pas le cancer de ma femme, mais tout d'un coup, j'ai écrit avec le cancer en moi, et ça a encore légitimité. Et pour moi, c'était extrêmement important. Mais quand une dame est venue me voir dans un salon de livre, c'était à Brive, une sorte de créature magnifique, avec des grands cheveux roux comme ça, magnifique, et qui vient me voir, qui dit « J'ai beaucoup ri avec votre livre, j'ai beaucoup ri », et qui a un geste d'une élégance folle, qui enlève sa perruque comme ça, qui traverse le salon avec sa perruque à la main, et là tu te dis « Mais c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que j'écris, c'est pour cette beauté-là ». Quand j'ai eu le prix Goncourt des lycéens sur Sabra et Shatila, sur 4e mur. Et il y avait des lycéens, et je leur disais, quand je suis entré dans les camps, nous étions 3 Français. Il y avait François Luizet du Figaro, Samy Ketz de l'agence France Presse et moi de Libération. Nous rentrons dans les camps de Sabra et Shatila, massacrés donc à l'époque par les chrétiens libanais, pour venger la mort de leur chef. Lorsqu'on rentre dans le camp, on s'est séparés tous les 3. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus se voir parce qu'il y avait que la mort. Dans toutes les petites maisons, les gens avaient été tués à l'arme à feu, au couteau, et chaque fois qu'on poussait des portes, il y avait des morts et des morts et des morts. Et quand je préparais le concours des lycéens, j'ai dit jamais de ma vie, je me suis senti aussi seul ce jour-là. C'était un lycéen qui a pris le micro, qui ne disait pas seul, monsieur, on était là. C'est pour ça que t'écris. Parce que ce jour-là, les lycéens m'ont dit, on était avec toi, à Sabra et Shatila. Et là,
j'ai pas guéri de Sabra et Shatila. J'ai emmené ces gamins-là pour qu'ils arrêtent de jouer à la PlayStation, la guerre. Parce que la guerre, c'est ça. Et je voulais les emmener à la guerre, pour que ça les dégoûte à vie. Alors, ça a duré un quart d'heure, peut-être. Mais en tout cas, ce jour-là, des jeunes m'ont dit, on était avec vous, et c'est pour ça que j'ai écrit. C'est pas pour dire, ah, le pauvre, non. C'est pour qu'ils soient avec moi. Encore une fois, cohorte d'enfants battus, lorsque j'étais enfant, et cohorte de gamins qui traversent une guerre avec moi. Et c'est ça l'écriture. Pour moi, en tout cas. D'autres auteurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est ça, partager. Et quand un gamin me dit, on était avec vous à Shatila, tu ne peux pas t'imaginer, c'est d'une violence et d'une beauté incroyable. On peut prendre encore une ou deux questions. Ouais, on va prendre. J'ai une question concernant le roman, Oui. mais aussi vous. Comment on se désenrage? Ah. Ben ça, je sais pas. Comment on se désenrage? Eh ben, en prenant les mains tendues, en les acceptant, en étant père, je crois. Il y a un très bel homme, alors je ne partagerai pas mon point de vue, mais c'est pas grave, tant pis. Il y a un très bel homme qui s'appelait Bobby Sands. Bobby Sands, c'est un républicain irlandais, catholique irlandais, mort en grève de la faim. Margaret Thatcher ne voulait pas que les républicains irlandais aient le statut de prisonnier politique. Et Bobby Sands, avec 9 de ses camarades, est mort en grève de la faim. Il avait 25 ans, il est mort après 66 jours de grève de la faim. Juste avant de mourir, il a écrit « Notre revanche sera le rire de nos enfants. Ma revanche, c'est le rire de mes filles. » Et c'est grâce au rire de mes filles que j'ai desserré les poils. Puis l'Irlandais, tiens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous mentionnez Bobby Sands au moment où j'allais vous poser une question sur, justement, le traître irlandais. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez toujours à ceux qui l'ont tué? Qu'est-ce que c'est compliqué. Donc c'était, je le remets dans le contexte. Son vrai nom, c'était Dennis Donaldson. C'est un membre du mouvement républicain irlandais, c'est un ancien combattant, ancien prisonnier. Et en fait, c'était un traître. Il a trahi son pays, sa patrie, ses amis, sa famille, son combat pendant plus de 20 ans. Et il a été exécuté le 4 avril 2006, non pas par l'IRA, à laquelle il appartenait, mais par des dissidents républicains, alors que l'IRA avait déposé les armes, que l'IRA avait fait une trêve et était sur le point de déposer les armes définitivement. Il a été tué par des gens qui, par ce moyen-là, disaient « on continue le combat contre la présence britannique en Irlande du Nord ». C'est une question difficile parce que je n'ai jamais dit que... Enfin, je pense que les gens qui l'ont tué... c'est terrible ce que je vais dire. Je leur donne aucune légitimité pour ce geste. Aucune. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui l'a trahi. C'est sa communauté, c'est son armée, c'est sa famille, ses amis. Ceux qui l'ont tué l'ont fait pour une raison politique, tactique pure, pour dire on continue le combat. Et le moyen de prouver au monde entier qu'on va continuer le combat, c'est de tuer le traître. Mais ce n'était pas leur traître, c'était notre traître à nous. Et l'IRA avait décidé de ne pas le tuer. Et tous ceux qui l'aimaient, parce qu'on l'aimait, avaient décidé de ne pas le tuer. Et ceux qui l'ont tué, c'est pas parce qu'ils les avaient trahis, c'est parce qu'ils représentaient quelque chose qu'il fallait abattre pour que leurs propres intérêts politiques soient mis en avant. Donc, je n'en veux pas à Denis, au traître, et
J'en veux à ceux qui l'ont tué parce qu'ils ont empêché que Denis s'exprime, que Denis nous parle. Pourquoi tu as trahi Denis? Pourquoi? Et en le tuant, cette question-là n'aura jamais été posée. On n'aura jamais de réponse. Jamais. Et donc j'en veux aux hommes qui ont fait en sorte qu'une question reste sans réponse pour l'éternité. C'est pour ça que j'en veux. C'est pas pour la mort. Parce que tous les gens, plein de gens, ont dit mais Denis est mort du jour où il a trahi. Ça fait 20 ans qu'il est mort, déjà. Alors que sa mort réelle était presque un tout petit épisode par rapport au début de la trahison. Mais moi, là où j'en veux à Denis, c'est qu'il a abîmé ma confiance dans l'humanité, ma confiance dans les autres. C'est-à-dire que c'est terrible de ne plus avoir confiance. Maintenant, quand je suis à table avec des gens, je cherche où est le traître. Le Judas est où? Mais je suis extrêmement humble parce que ça peut être moi aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit 2 livres, Mon traître et Retour à Quilibex, parce que Mon traître, c'est le point de vue du trahi, et Retour à Quilibex, c'est le point de vue du traître. Parce qu'il y a aussi un traître en nous, comme il y a un barbare en nous, comme il peut y avoir un barbare en nous. Et notre combat, d'abord et avant tout, c'est de tuer le traître en nous, avant de chercher à tuer un autre traître que nous-mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses, cette traversée aussi de votre œuvre. Voilà, on peut vous applaudir une dernière fois.